Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour cette édition du Journal des Sports. Le sommaire. Pétanque. Les boulistes ivoiriens remportent la première édition du tournoi international de pétanque d'Abidjan qui s'est tenu à Grand-Bassam avec plusieurs pays participants. Football. Coupe de la Confédération. Tour de cadrage aller. Opération réussie pour le WAC et la SEC qui s'impose à domicile. Cyclisme. 116e édition du Paris-Roubaix. Sagan signe un coup double sur ce circuit de titan qui a encore enregistré un décès. L'Enfer du Nord a emporté le jeune sprinter belge de 23 ans, Michael Gouler. Mes consultants sont déjà installés, Aimé Brière et Aimé Kiki. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Anne-Marie. On se retrouve pour le débriefing. Pour l'instant, passons à l'actualité nationale. Pétanque, tournoi international d'Abidjan, cérémonie d'ouverture. Grand-Bassam a été le théâtre du premier tournoi international de pétanque. Un rendez-vous pour lequel les éléphants boulistes ont aligné 12 équipes. 9e au plan mondial et 3e au niveau africain, ils espèrent se hisser au plus haut sur la plus haute marche du podium, devant les Malgaches champions du monde. C'est en présence de plusieurs officiels et partenaires que le top départ de ce tournoi a été donné. Aude Alegbe. La cérémonie a débuté par le défilé des délégations des boulistes, des élèves de l'école de pétanque de la Riviera Golf, des arbitres et le salut aux couleurs nationales. Les autorités coutumières et politiques de Grand-Bassam, le représentant du ministre des Sports et des Loisirs et le parrain Mahmoud Archana ont rehaussé cette compétition par leur présence. Chaque fois qu'on peut, il faut servir le sport. Et je suis là justement pour servir le sport. Sur les 32 équipes en lice, la Côte d'Ivoire en a aligné 12. Une lourde tâche et un défi sportif que les protégés du président Touré Léopold Vincent comptent relever face aux Malgaches, champions du monde en titre. Nous, la Côte d'Ivoire, on ne va pas envie de résigner, on n'a pas les bêtes noires. Dans tous les tournois, il y a le meilleur, c'est-à-dire celui qui sort le premier. Mais ce n'est pas pourtant que ce sont nos bêtes noires. Mais dire qu'on craint une équipe, on ne craint pas. Si nous jouons bien, qu'ils jouent mieux, tel est le sport. Comme les meilleurs joueurs sont réunis ici actuellement, c'est notre challenge d'essayer de garder notre titre, d'être toujours en dessus de tout le monde, c'est-à-dire garder toujours la bonne forme et puis maintenir notre titre de champion du monde. Les 32 équipes ont été classées dans 8 poules de 4 pour le premier tour qui s'est déroulé samedi après-midi sur les 16 terrains dédiés à la compétition. Les 16 premières triplettes se sont qualifiées pour les 8e de finale quand les 16 autres ont été reversées dans le concours B dit tournoi de la consolante. Restons au pétanque et toujours avec Aude Alegbe qui nous dit que 32 équipes venues de 13 pays et reparties dans 8 poules se sont affrontées dans une compétition de triplettes. Les Ivoiriens se sont illustrés de fort belle manière en décrochant l'or et l'argent. Côte d'Ivoire 1, Côte d'Ivoire 5. L'affiche de la finale de la première édition du tournoi international de pétanque d'Abidjan. Le pointeur Ourega Mathieu, Dominique Zoubi, milieu et Kourouma Salif, tireur de Côte d'Ivoire 5, avaient disposé 13-11 en demi-finale de Madagascar 2. Au terme de cette confrontation ivoiro-ivoirienne, les boules ont roulé à l'avantage de Côte d'Ivoire 5. En 7 mènes avec un score de 13-6. Par les défaites des premiers matchs, on a pu faire des corrections par rapport au deuxième match. Et ensuite, on s'est corrigé, on a corrigé nos erreurs et tout ça là. Et on est rentré dans la compétition. La première édition du tournoi international de pétanque d'Abidjan TIPA 2018 a été un succès pour la Côte d'Ivoire, tant sur le plan sportif que sur le plan économique. Bassam a été toujours premier. Vous savez, première capitale de la Côte d'Ivoire, première commune, première ville patrimoine mondial UNESCO. On est toujours premier. Et donc, ce n'est pas étonnant que la Côte d'Ivoire soit donc la première équipe africaine à gagner ce tournoi. Je ne m'attendais pas à la première place. Non, sincèrement, je ne m'attendais pas à la première place
Mais Dieu nous a fait grâce. Et voilà, ça s'est bien passé. Mais les autres n'ont pas démérité. C'est de très bonnes équipes. Les vainqueurs ont donc reçu un trophée en verre, 3 challenges, la médaille d'or, un téléphone portable, une enveloppe d'environ 4 millions de francs CFA. Côte d'Ivoire 1, finaliste, s'est consolé avec 3 challenges, la médaille d'argent, un téléphone portable et 2,3 millions de francs CFA. Classées toutes de 3e, les équipes Maroc 1 et Madagascar 2 ont reçu 1 million de francs CFA. Au niveau de la consolante, concours réservé aux équipes éliminées dès le premier tour, la Côte d'Ivoire 7 de Akabla Marcelin, Dibi César et Néa Mathias est tombée 3-13 devant le vice-champion du monde en titre, le Bénin. Poursuivons avec du volleyball. Le play-down a débuté du côté des hommes le dimanche 8 avril au hall 2 du Palais des Sports de Trècheville. Port-Boué et Beaunois se sont imposés face à leurs adversaires. Chez les dames, c'était la 9e journée qui a vu la victoire de la SEC Mimosa et du Stella. Marilyn Dasso, Samuel Mec. Constituée en majorité de jeunes élèves, la formation de Sun en bleu a manqué d'efficacité et de maîtrise dès l'entame du premier set et n'a rien pu faire devant l'expérience et la fougue de Port-Boué. Le set est perdu 19-25. Au deuxième set, Guillaume Boka, Dossard 6, joueur et coach de Port-Boué, fait son entrée dans le jeu. Il va mettre en place une stratégie de jeu qui va totalement surprendre ses adversaires. Ses poulains et lui, motivés plus que jamais, vont remporter ce set 25-21. Au coup de sifflet du troisième set, bien que galvanisés par leur coach, Sun ne trouve pas satisfaction dans les dernières minutes de la fin de ce set. 21-25. Score final 3-7-0 pour Port-Boué. La formation de Beaunois, quant à elle, a battu le Phoenix par forfait. Chez les dames, la SEC Mimosa ouvre cette 9e journée en battant Sun par forfait. Dans la seconde opposition, les dames du Stella enregistrent une victoire de plus face à Omnisport du Descartes 3-7-2. Dès l'entame du premier set, les deux formations sont au coude à coude jusqu'aux dernières secondes où Descartes prend le large 25-18. Au deuxième set, il s'installe un flottement du côté de Descartes. Les dames du Stella en vert vont en profiter et le remporter 25-13. À la reprise du match, au troisième set, les dames du coach Bakate Soma ne vont plus relâcher la machine à points avec leur passe et ce match bien enrobé. 25-19. C'est finalement au carton que Stella s'impose après un quatrième set perdu 16-25. Parlons maintenant d'un art martial, le Kwankido, la voie de l'énergie vitale. Maître Sako Brahima, candidat unique à la présidence de la Fédération ivoirienne de Kwankido, a été plébiscité avec 25 voix sur 27 le samedi 7 avril au Centre national scientifique de Cocody. Le nouveau patron du Kwankido remplace le président François Kwadio Kwame, en place depuis 2015. Les détails de cette assemblée générale élective avec Patrick Dadier et Samuel Mec. Le nouvel homme fort de la Fédération ivoirienne de Kwankido est connu depuis samedi. Son nom, Sako Brahima. Il est élu avec 25 voix sur 27 votants. Le président Sako est né le 11 janvier 1966 à Bouaké. Il est ingénieur principal des travaux publics, directeur régional des transports du Gbeke et du Hambol. Depuis 1988, il pratique le Kwankido. Il fut deuxième vice-président de la Fédération ivoirienne de Kwankido jusqu'à son élection samedi. Il n'est donc pas un novice, c'est un enfant de la maison. Comme chantier, nous avons tout un programme alléchant que nous allons dérouler très prochainement. Mais d'ores et déjà, je remercie toute la famille du Kwankido pour l'esprit de sérénité et de respect qui a dû primer. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que quand on parle des arts martiaux, il s'agit d'une discipline. Sako Brahima remplace ainsi Kwame Kwadio François en fonction depuis 2015. Pour rappel, installé par consensus par ses pairs, l'ex-président n'a pas été autorisé à se présenter aux élections parce que ne remplissant pas les conditions d'éligibilité. L'une des conditions majeures, avoir le grade de la ceinture noire deuxième dan.
À peine installé à la tête de cet art martial sino-vietnamien, le nouveau patron des lieux suscite déjà beaucoup d'espoir au sein de la grande famille Kwankido. J'adresse donc mes félicitations au nouveau président Sako Brahima qui a de grands projets pour le Kwankido en termes de cohésion et surtout en termes d'encadrement de la jeunesse ivoirienne. Cette assemblée générale élective qui a réuni les présidents de clubs et de ligues a été présidée par Maître Kwakukra Kosonou, ceinture noire, 7e dan, et supervisée par le représentant du ministère des Sports et des Loisirs. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Découvrez la nouvelle canette XXL Énergie. Plus fine et plus stylée pour vous faire déborder d'énergie. Prix détail conseillé, 500 francs. Qualité Solibra. Actualité internationale à présent. Cyclisme Paris-Roubaix. La 116e édition du Paris-Roubaix s'est courue dimanche entre les communes de Compiègne et Roubaix. Outre la haute lutte qui s'est engagée dans les secteurs pavés, un incident malheureux a frappé le tour avec le décès du jeune sprinter belge Michael Goulet. Peter Sagan, quant à lui, s'est imposé sur les 257 km du circuit. Les détails avec notre spécialiste maison, Salif Ouattara. Peter Sagan peut lever haut les mains. Sur ce sprint ravageur au vélodrome de Roubaix, le petit sprinter slovaque vient de signer le dernier acte d'une victoire savamment orchestrée depuis la commune de Compiègne. Les 257 km de l'enfer du Nord réussissent bien aux champions du monde sur route. Sagan s'est élancé en tête de la course à 54 km de l'arrivée. Un plan que les 174 autres sprinters avaient jugé risqué, surtout que les 29 secteurs pavés sont difficilement abordables. Pour preuve, une chute va d'abord atteindre le peloton avant que le Belge Michael Goulet ne crée l'émoi. Après avoir reçu tous les soins nécessaires, Goulet succombe à sa chute brutale des suites d'une crise cardiaque. Peter Sagan a eu quant à lui des soucis de guidon avant de se ravitailler irrégulièrement en eau en compagnie de son poursuivant direct au classement général, le champion de Suisse sur route, Sylvain Diller. Ils écopent d'une amende de 1000 francs suisses chacun. En 5h54 minutes 6 secondes, Peter Sagan enlève pour la première fois, après 3 participations, le Paris-Roubaix. Sagan vient ainsi de boucler les 3 Flandriennes. Le Tour des Flandres, remporté en 2016, le Gent-Wevelgem au mois de mars. C'est incroyable. Je suis très fatigué après cette course. Mais je dois dire que cette année, j'ai réussi à éviter les chutes pour garder beaucoup d'énergie. Ensuite, il ne me restait plus qu'un seul adversaire sur la fin de la course, Didier. Mais pour être honnête, je me sentais beaucoup plus fatigué les années précédentes après l'arrivée que je ne le suis aujourd'hui. Après son périple dans l'enfer du Nord, Peter Sagan signe un coup double. Il revient leader des sprinters au classement général de l'UCI World Tour avec 1626 points devant le néerlandais Niki Terpstra et l'espagnol Alejandro Valverde. Marathon de Paris. Et dimanche a eu lieu sur les grandes artères de la ville Lumière, la 42e édition du Marathon de Paris. 3500 coureurs sont venus du monde entier pour participer à cette fête internationale de l'athlétisme. Les Kenyans Paul Longnyagata et Betsy Saina ont triomphé. Le reportage de Salif Ouattara. Le Kenyan Paul Longnyagata a remporté dimanche son 2e marathon de Paris d'affilée en bouclant sa course en 2h06 minutes 25 secondes. Dans les derniers hectomètres,
Paul Lonyongata a dépassé sa compatriote Betsy Saïna, lauréate en 2h22 minutes 56 secondes de l'épreuve féminine. Dans le but d'avoir une arrivée groupée, les organisateurs ont programmé cette saison des départs décalés. Les dames ont pris le départ avec 16 minutes et 26 secondes d'avance sur les hommes. Passons à la vitesse supérieure avec du rallye, le Tour de Corse. La Corse a accueilli du 6 au 8 avril les pilotes les plus cotés du monde. En terre conquise, 2 Français se sont illustrés tout au long des spéciales. Le premier est Sébastien Ogier, s'en est sorti vainqueur, et le second, Sébastien Loeb, a chuté. Récit du Tour de Corse signé Salif Ouattara. En Corse, Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingracia ont encore sablé le champagne. En remportant les 3 premières spéciales de cette 4e manche du championnat du monde, Sébastien Ogier avait déjà fait le gros du boulot. Le quintuple champion du monde termine le Tour de Corse avec 36 secondes d'avance sur l'Estonien Eudes Tanak et 1 minute 7 secondes sur le Belge Thierry Neuville. Après le succès de Monte-Carlo et Mexico, Ogier frappe en Corse et totalise désormais une grande avance au classement général. La Corse a été un circuit difficile pour Sébastien Loeb. Le non-nuble champion du monde de rallye s'était retiré du circuit d'UVRC depuis 2012. Ses premiers pas après 6 ans d'absence sont inquiétants. Il a manqué de peu pour que le pilote professionnel français craque en Corse vendredi, premier jour de course. Pour cause, la voiture s'est encastrée sur la spéciale 2, 400 mètres après le départ, avant de finir sa course dans un fossé. Dure preuve pour Sébastien Loeb et son copilote Daniel Elena, qui avaient tout misé sur la Corse pour prendre une place importante au classement général du championnat du monde des rallyes. Ça fait piéger rapidement dans la deuxième spéciale. Un virage un peu plus sale que je pensais. Je me fais emmener, je souviens. Et ce qui fait qu'on part à l'extérieur du virage d'après. Et pour éviter un arbre, on se met en équilibre sur le bord d'un fossé. Et puis en essayant de la sortir, au final, avec les spectateurs, on l'a mis complètement dans le trou. Donc c'était pas la bonne stratégie. Sébastien Loeb a pu terminer tout de même le Tour de Corse et se positionne 14e au classement général à l'issue des 12 spéciales courues entre vendredi et dimanche. Au football, ça a été un week-end riche en émotions. De la Première Ligue à la Ligue 1 française, en passant par l'Italie et l'Espagne, beaucoup de choses se sont passées pour la course au titre. Jean Silver et Samuel Mec nous conduisent dans l'univers des 5 championnats majeurs d'Europe. Les Red Devils, à l'occasion de la 33e journée de Première Ligue, ont retardé le titre de champion de leurs ennemis Citizens à l'Al-Etihad Stadium. Malgré les buts de Vincent Kompany à la 25e minute et Gundogan à la demi-heure, les Diables Rouges, portés par Paul Pogba, auteur d'un doublé et un but de Chris Smalling, se sont imposés 3-2. En Espagne, le FC Barcelone, dans le cadre de la 31e journée de la Liga, s'est joué de Leganés ce samedi 3-1 grâce à un grand Lionel Messi. Auteur d'un triplé, il a permis aux Catalans d'égaler le record d'invincibilité de 38 matchs détenu par la Real Sociedad lors de la saison 1979-1980. Cette 31e journée était marquée par le derby de Madrid, opposant le Real Madrid à l'Atlético de Madrid. Cristiano Ronaldo avait magnifiquement ouvert le score à la 53e minute, mais Antoine Griezmann, qui disputait son 200e match officiel avec l'Atlético, lui a répondu 5 minutes plus tard. Du côté de la Bundesliga, le Bayern a remporté son 28e titre de champion d'Allemagne, le 6e consécutif en gagnant 4-1 à Augsbourg. Tolisso, Rodriguez, Robben et Wagner sont les buteurs de la rencontre. Dans la Série A, il était question de la 31e journée et le triplé de Paolo Dybala a permis à la Juventus de Turin de s'imposer 4-2 chez la Lanterne Rouge Benevento. Les Bianconeri conservent toujours 4 points d'avance sur leur dauphin, le Napoli, vainqueur in extremis de Chievo Vérone, 2-1. Enfin, en Ligue 1 française, en ouverture de la 32e journée, le PSG a miraculeusement arraché le nul 1-1 à Geoffroy Guichard contre Saint-Étienne. Pas de vainqueur également entre Marseille et Montpellier.
C'est l'instant débrief. Nous retrouvons nos consultants, Aimé Brière et Aimé Tchétché. Beaucoup d'amour sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Alors, tour de cadrage allé de la Coupe de la Confédération. Les deux représentants ivoiriens se sont très bien illustrés. Et commençons par le WAC d'Agamé, qui, grâce aux réalisations de Ndakwadio et Roland Zambi, s'est imposé 2-0 face au club équato-guinéen Deportivo Niefang. Le résumé de cette rencontre avec Patrick Dadier et Salif Ouattara. Le Williamsville Athletic Club entame la rencontre par des occasions nettes de but qui sont malheureusement gâchées par ses attaquants. 13e minute, les garçons du coach Abiyao trouvent le chemin des filets. Sur une belle combinaison, le ballon parvient à Ndakwadio Jean-Francis qui de l'intérieur du pied va marquer. 49e minute, sur une balle arrêtée, Etienne Kwaku dépose un ballon sur la tête de Zambi Roland qui double la mise. 2-0. La moisson est acceptable, mais il existe quelques regrets. Il faut dire que je ne suis pas totalement satisfait parce que un match de Coupe d'Afrique, si vous avez la possibilité de marquer beaucoup plus de buts, il faut le faire chez soi avant le déplacement. Mais je pense que aussi en Coupe d'Afrique, mener 2-0 chez soi est un bon résultat. C'est un bon résultat puisque nous n'avons pas encaissé. Donc je pense que je ne dirais pas que nous voyageons tranquillement, mais nous avons quand même des arguments quand on sera en Guinée équatoriale. On aura des arguments. Une victoire méritée. Je crois que le WAC a fait le match qu'il devait faire. Ils avaient l'avantage du terrain, bien sûr. Un vrai avantage, puisque l'équipe de Niefang ne joue jamais sur terrain synthétique, donc ils n'étaient pas très habitués. Ils ont mis beaucoup de temps à rentrer dans ce match. Et honnêtement, le WAC a mérité sa victoire en retrouvant son style caractéristique. Depuis quelques matchs, ça ne marchait pas très bien en championnat. Mais ils ont retrouvé leur style, leur vivacité, leur jeu enlevé. C'est une équipe qui représente bien la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. À 90 minutes de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, les enfants de Koné Abaka veulent se donner les moyens pour le déplacement en Guinée équatoriale. Car cette fois-ci, le public du Deportivo Niefang sortira nombreux le 18 avril. Tchétché, le WAC a assuré l'essentiel à domicile. Oui, il était important pour l'équipe du WAC de se donner un avantage confortable avant le match retour à Bata. Ils l'ont fait très bien fait d'ailleurs, même si par la suite on verra qu'ils ont loupé un nombre incalculable d'occasions de but. Alors, Aimé? Oui, eh bien, cette rencontre n'a pas atteint les sommets sur le plan technique, mais nous avons assisté à un match de football agréable entre deux équipes qui avaient le souci commun de construire le jeu, un jeu collectif, un jeu fait de passes, de décalage et surtout un jeu porté vers l'offensive. Même si côté Deportivo Niefang, eh bien, on était un peu attentiste en début de rencontre. Il faut dire que cette équipe du Deportivo est la championne équato-guinéenne de Ligue 2. C'est l'équipe championne de Ligue 2 qui a été désignée pour représenter la Guinée équatoriale en Coupe CAF et qui a été à cet effet renforcée par de nombreux internationaux, des Guinéens, Maliens. Et ça nous donne une équipe sous la houlette d'un jeune entraîneur, Sévéni Rondo, qui s'est illustré de manière triste d'ailleurs en fin de match puisqu'il a refusé les interviews et qui, ma foi, a bien mené sa barque puisqu'ils ont réussi à l'emporter dans le match d'avant face aux représentants du Congo, République démocratique du Congo, qui est tout simplement le Royal Daring Club Motema Pembe, qui est l'un des clubs en vue du championnat congolais, tout juste derrière l'AS Vita Club et le TP Mazembe, et notamment Bosco, 1-1 au Congo, 1-0 en Guinée équatoriale. Alors c'est un avantage confortable, on dira, pour cette équipe de Koné Abaka, oui, parce que cette équipe de Deportivo ne marque pas beaucoup de buts. Elle n'en encaisse pas non plus, c'est pour cela qu'elle se trouve à ce niveau de la compétition, mais c'est un avantage mérité, d'accord, et intéressant pour cette équipe du WAC qui en est à sa 6e rencontre en 1 mois. Donc il faut gérer un peu le banc de touche et Abiyao a bien réussi. Surtout qu'il ne fallait pas prendre de but. Il ne l'a pas pris, je pense que c'est une très bonne chose. Le WAC a réussi ce pari-là. Tout à fait. Ne pas encaisser à domicile. Ne pas encaisser à domicile. D'accord. Vous avez découpé les temps forts de cette rencontre. Nous allons commencer par la 8e minute, Aimé. Alors, à la 8e minute, c'est une occasion
net hein, de but, comme on le verra, qui est gâché par voilà, Zambi Roland, qui n'était pas du tout bien inspiré pour ce match, dans ce match, même si on verra plus tard qu'il donne l'occasion au WAC. Regardez, il perd son face-à-face face au gardien Pensi, alors qu'il a eu tout le temps, on va le revoir encore, il a eu tout le temps sur ce beau travail de son latéral gauche, de son latéral droit, regardez le retrait, et puis voilà, Zambi, il shoot sur le gardien, alors de chercher le côté opposé. Oui, effectivement. C'était très bien joué, hein, côté droit, avec cette récupération d'Agrou, milieu sortant droit, qui voit son compère pratiquement au point de pénalty. Le contrôle est bien, mais il devait peut-être frapper en première intention, puisqu'il a laissé la possibilité au capitaine Sekongo, le défenseur central, et au gardien de but Pensi, qui a fait un bon match, qui a accrédité d'une bonne rencontre, Achille Pensi, international équato-guinéen, qui réussit là un bel arrêt. Mais il faut dire que le match a commencé assez rapidement parce que les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Hein, ça allait d'un camp à l'autre. Hein, et c'était un jeu, on l'a dit, hein, technique où on ne jetait pas les ballons et où les deux équipes étaient vraiment bien disposées sur le terrain. Les consignes tactiques étaient respectées de part et d'autre. Hein, ce qui nous a donné une équipe du WAC dans laquelle Zambi Roland était en pointe. Il était associé à Karidjoula Trésor, qui n'a pas très bien joué. Ouais, c'est ça. Et puis avec un milieu de terrain où les jumeaux Nda ont fait vraiment du bon boulot, hein, que ce soit Nda Kwasi qui est plus défensif ou Nda Kwadio qui lui d'ailleurs va s'illustrer au cours de cette rencontre. Nous allons passer à la 12e minute qui marque l'ouverture du score par le WAC. Ah oui, alors vous allez voir sur ce dégagement du gardien de l'équipe de la Guinée équatoriale, du Deportivo, le ballon va sembler aller en touche. Et puis on va voir la récupération des joueurs du WAC, notamment Arthur Kwaku, on le voit là avec Danon, qui va donner le ballon à Toula, le grand homme de ce match, qui va trouver Nda entre les lignes et Nda va ouvrir facilement son pied pour prendre à contre-pied, pour prendre à défaut le gardien équato-guinéen. Et sur ce match, on verra le travail. Regardez, on va voir après... on va revoir la célébration. Voilà, après la célébration, on voit le travail de Atoula. C'est un latéral droit qui a été formé à l'Académie de la SEC, mais qui a été sorti du groupe parce qu'il n'était pas grand selon les encadreurs des académiciens. Alors, revoyez ce long dégagement du gardien récupéré par Dagrou Diégué, qui va talonner pour Atoula. Regardez ça, depuis sa position, il va passer en revue tout le milieu de terrain du WAC et trouver en profondeur son partenaire Nda Kwasi Jean-Francis. Oui, l'appel de Nda Kwadio Jean-Francis, il ne faut pas confondre les jumeaux, était parfait. Hein. Il s'est engagé entre deux défenseurs jaunes et bleus. Et après cette percée du latéral droit Otaoula, qui a vraiment bien travaillé sur son côté droit avant de faire l'intérieur et de trouver son partenaire à point nommé, il n'a pas hésité. Nda Kwadio, un premier contrôle, il rentre à l'intérieur de la surface de réparation et il donne ce ballon travaillé sur la gauche de Pensi. Alors il faut dire que du côté du WAC, on avait deux attaquants sur les côtés. Alors celui qui vient de scorer, c'est Nda Kwadio Jean-Francis. Regardez, l'appel est parfait. Contrôle du pied gauche et puis un ballon enroulé du pied droit. Alors Nda Kwadio et Dagrou jouaient sur les côtés et ils ont souvent permuté. Hein, et avec leur rapidité et leur bonne technique, ils ont assez souvent déstabilisé cette défense centrale du Deportivo Nifong, commandé par le capitaine, on l'a dit, Sekongo, mais également... Sekongo qui est ivoirien. Qui est ivoirien. Alors, le capitaine est ivoirien et on a 4 autres joueurs qui sont des Guinéens et des Maliens. Sekongo qui a fait une bonne partie. Il s'appelle Sekongo Fongo. Voilà, il a fait une excellente partie, mais sur... les déplacements et la vivacité des petits attaquants du WAC, ils ont semblé gênés, d'autant plus que le WAC a souvent joué au ras du sol, comme leur jeu de passe, c'est souvent au ras du sol, et c'est tout en
rapidité, tout en technique. Et vraiment, c'est comme cela qu'ils ont pu déstabiliser l'arrière-garde de cette équipe de Guinée équatoriale, qui a fait une bonne prestation, on peut le dire, hein, quand on compare le jeu de cette équipe à celui la première mi-temps. En première mi-temps. Ouais. Et quand on compare le jeu de cette équipe à celui du Stade malien, par exemple, eh bien, on pense que les Équato-Guinéens sont au moins aussi bons. C'est dire la performance du WAC. Oui, on voit d'abord la 46e minute et puis je vais envoyer une précision. On est dans le temps additionnel de la première période et vous allez voir, c'est Karidjoula qui envoie cette frappe-là, qui passe au-dessus des cages gardées par Pessoné. Regarde la passe de Ndaï qui va arriver à Karidjoula qui va... Alors que Zambi Roland qui fait semblant tomber et puis le boulet de canon dans les 18 mètres, malheureusement ce n'est pas précis. C'est une des occasions gâchées de ce match. Oui, après on verra que après ce but, on verra que l'équipe de la Guinée équatoriale, le Deportivo, va changer de système de jeu. Parce que, à la seconde mi-temps? À la seconde mi-temps. Non, juste après ce but. Ils vont changer, ils sont venus, j'allais dire, défendre. Et là, après ce but, ils ont vu qu'ils avaient des possibilités, puis ils ont raté une occasion. Ouais. Ils ont fait un réaménagement de 4-5-1, ils sont passés en 4-4-2. Ce qui a créé tous les problèmes au milieu de terrain du WAC, puisqu'ils ont pris le contrôle complètement du milieu de terrain. Oui, et là, on voit le travail, hein, le jeu en triangle des trois attaquants de cette équipe du WAC. Hein. Au départ de l'action, c'est Ndak Kouadio Jean-Francis qui a décalé sur le côté Zambi Roland, lequel Zambi Roland a résisté à la charge de son adversaire et a ressorti le ballon sur Ndak Kouadio Francis pour Mofosu Trésor Karidjoula. Et là, c'est le travail de Zambi Roland qui va redonner le ballon à Karidjoula qui a frappé, sa frappe s'envole au-dessus des perches. Hein. Donc c'est une triplette qui a été, qu'on a beaucoup vu, qu'on a vu à son avantage. Hein, voilà. Et regardez, sur cette passe de Karidjoula pour Zambi, il résiste, il aurait pu tomber, mais il résiste parce qu'il voit son partenaire en approche, donc il résiste et il lui fait la passe de l'extérieur du pied. Alors la pause est intervenue sur le score de 1-0. Avec une forte possession de balles des Équato-Guinéens. Okay. Et dans la seconde partie de jeu, à la 54e minute, ça sera le deuxième but du WAC. Oui, ce sera le deuxième but. Regardez cette balle anodine qui part en touche. Et puis, on va voir, c'est Nda, le même Nda, qui est toujours à la lutte avec son adversaire. Et la rentrée de touche de Mofos et de... ça, c'est une action de la 49e minute qu'on commente là. 49e, exactement. Ouais. C'est le but. Donc, on voit le jeune Atoula et puis celui qui venait de faire son entrée, le numéro 13, Naon Benchek. Il y a une faute sur lui. Et il y a Atoula et Arthur Etienne Kakou qui sont sur le ballon. Mofosé comment il s'appelle? Zambi Roland. Non, le numéro 5 là. Atoula va faire un faux train qui va complètement déséquilibrer la défense équato-guinéenne. Regardez, il fait semblant de faire ça. Il va faire semblant de shooter, il va feinter le tir. Pendant que Arthur est serein, il va envoyer son coup, voilà, il passe. Et puis, la tête du buteur, Zambi, qui est finalement inspiré, alors qu'il avait raté au moins 3 ou 4 occasions en première période. Les supporters ont demandé qu'on le sorte. Eh bien, les supporters ont demandé qu'on le sorte, mais l'entraîneur, connaissant son joueur, il sait qu'un avant-centre, on ne le sort pas comme ça. Il a toujours une occasion pour briller. Eh bien, Zambi Roland nous l'a démontré. Oui. Et sur ce but, sur ce but, regardez les défenseurs. Il y a un seul joueur qui est au contact après ce coup franc, après la faute. Sur le but, vous verrez que les défenseurs, notamment c'est Congo Fongo dont on parlait, et Mohamed, seul Ousmane va au contact. Ils sont tous passifs. Voilà, Aimé Biria. Oui. Je précise juste, Aimé, avant que vous parliez, que le deuxième but est intervenu plutôt à la 54e minute, pas à la 49e minute, comme on le voit. À la 54e minute. C'est cela. Et il faut le dire qu'à l'entame de cette seconde période, eh bien, les Équato-Guinéens ont quelque peu joué leur va-tout. Parce qu'un but à 0, ce n'est pas un bon score pour eux. Hein. Et ils sont davantage sortis de leur camp. Mais là, sur ce coup franc, on voit la combinaison opérée par les hommes de Abi Yao. Hein. Il fait semblant de tirer de son pied droit
Otaoula, mais c'est le pied gauche de Etienne Kakou qui trouve Zambi Roland qui dévance une défense équatorienne assez apathique. Hein. Mais son coup de tête est logé dans le coin droit des perches de Pansi et pour le plus grand plaisir des supporters de cette équipe du WAC. Mais il faut le dire, hein, Zambi Roland a marqué le but qu'il méritait de marquer parce qu'il a toujours été à la pointe du combat et c'est lui qui multipliait les appels auxquels répondait Dagou ou Francis sur les côtés. Merci. Bon résultat qui permet au WAC en tout cas de voyager sereinement en Guinée équatoriale, bien sûr, pour le match retour prévu le 18 avril. L'autre représentant ivoirien, la SEC Mimosa, s'est imposé sur la plus petite des marges à 1-0 face au CRR Belouizdad de l'Algérie. 1-0 donc, je le disais, Salif Ouattara pour le résumé de cette opposition. Face au CRR Belouizdad, la SEC Mimosa a connu des hauts et surtout des bas. Plusieurs occasions de but gâchées dans l'euphorie. Le Belouizdad aurait même pu faire le break en première mi-temps. N'eût été la maladresse de son attaquant. Score à la mi-temps, 0-0. En seconde période, la baraka de la SEC va venir d'un corner à la 50e minute. Ahmed Diomandé envoie un ballon en pleine surface de réparation que Komla Ngbenyadan récupère de la tête. 1-0 pour la SEC. Un score final qu'il faudra consolider le 17 avril prochain lors du match retour devant un public algérien qui viendra soutenir nombreux le CR Belouizdad. Voilà, c'est la fin de ce journal des sports. Merci pour votre attention et puis bonne suite de programmes sur RTE1.